Et ben comme quoi ça peut surprendre, ce coup-ci c'est la partie autour de Daenerys que j'ai trouvé la mieux réussie, et la partie autour de Tyrion que j'ai trouvé la moins réussie. Ça change. Donc, ouais, ça se poursuit. Tel qu'on l'a vu à la fin de l'épisode précédent, où Eddard est soigné de sa blessure à la jambe après l'attaque de Jaime qui s'est replié, je sais pas exactement où, et où donc il a un entretien avec le roi et la reine qui est très vindicative, parce que voilà, la femme d'Eddard tient en otage son frère, et le roi qui est vraiment assez irrité par ça, dans le sens où il a vraiment pas envie d'un conflit entre deux clans des sept couronnes dans son royaume qu'il est en train de régner. Hein. Ça l'emmerde un petit peu. Donc, alors que sa femme se plaint, et il lui dit de se barrer et de le laisser faire ça en lui donnant une bonne grosse claque. Et il décide de discuter un petit peu avec son ami Eddard. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de fort entre eux une fois de plus, quoi. Qu'il y a vraiment un passé, qu'il y a un vrai poids entre ces deux-là, dans le sens où il est prêt à le reprendre tout de suite comme main du roi et à passer outre les fois où il a décidé d'aller à l'encontre de ses ordres, tout en restant fidèle à ses principes. Il veut faire tuer Daenerys, et en lui disant ok, je veux pas de ce conflit de clans, ça m'arrange pas du tout, donc tu vas envoyer un message à ta femme pour qu'elle libère Tyrion, bordel de merde. Et il le fera pas, ou je sais pas, il le fera, ça n'aura aucune incidence, parce que ouais, ça se réglera d'une autre façon, que j'ai trouvé un peu ennuyeuse. D'ailleurs, j'en parle tout de suite, on va parler du plus mauvais pour l'instant, où Tyrion est enfermé dans les geôles des Eries, je sais pas, il y a énormément de lieux. Ce qui est intéressant dans le château de Lisa, là, la sœur de Catherine, c'est qu'il y a vraiment un design très différent de ce qu'on a. On a différentes contrées, et on essaye bien de leur donner un design particulier. Il y a quelque chose, il y a un vrai travail dans les décors qui est très fort. Là, c'est très château en plein air, qui est vraiment suspendu, où vraiment on peut tomber d'une très forte hauteur. Donc il y a les cachots dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, et puis il y a aussi leur méthode d'exécution et qui consiste à balancer le condamné par un espèce de trou qui est au centre de la salle du trône qui plonge sur des centaines de mètres dans le vide. Donc ouais, c'est mot rassuré quoi, hein, si on passe par là. Donc c'est intéressant ça en termes de design. Après, j'ai un peu de mal dans la façon dont ça se goupille, ce truc-là. Par exemple, Tyrion arrive à se faire un peu sortir de son cachot pour aller parler à Lisa, la seigneur du coin, en parlant avec donc son geôlier, qui est un espèce d'abruti, mais c'est quand même de l'amadouer, en disant ouais mais les Lannister payent toujours leurs dettes, je te promettrai de l'or si tu m'aides à discuter, à aller parler avec elle. Et je me dis ouais, il y a aucun moment où il y a les responsables qui viendront se dire et si on allait lui demander s'il veut avouer ou quelque chose comme ça. Non, il fallait qu'on mette en avant cette espèce de truc où il amadoue le gars. Vous comptiez faire quoi? Le laisser pourrir en faisant rien? C'était ça le truc? Vous êtes vraiment pas réfléchi dans le coin. C'est un peu le truc avec le personnage de Lisa et de son fils. J'ai vraiment le sentiment qu'on a affaire à deux incompétents et qui se laissent porter un petit peu par les choses, par leurs sentiments, etc. Lisa qui est genre je veux venger mon mari, je réfléchis pas plus. Et son gamin qui a l'espèce de qui est pas mieux loti qu'elle, et qui se dit ouais je veux juste voir des trucs cool, je veux voir quelqu'un tomber dans le trou. Il y a un moment donné Tyrion qui essaye de s'extirper de là en disant ouais je vais confesser mes crimes, en la jouant un petit peu malin, un peu petit malin par rapport à ça. C'était assez marrant parce que il a confessé des crimes à la con qu'il a fait quand il était plus jeune au fil de sa vie, où c'était un sale plaisantin qui faisait des sales farces et qui remettait les fautes, qui accusait les autres des fautes qu'il a faites quand il était jeune. Il y a des trucs qui étaient assez gras aussi dans ce qu'il a raconté, hein, je vais pas vous faire le détail, c'est assez marrant ça.
C'est histoire de dire, je vais confesser mes crimes, en fait, ce que je confesse, c'est juste des saloperies que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Ils comptaient faire toute la liste, mais à un moment donné, on l'arrête quand même. Hein. C'est pas pour ça qu'on veut que tu te confesses, c'est pour les crimes dont on t'accuse, c'est-à-dire la tentative d'assassinat de Bran et le meurtre de Jon Arryn. Alors, ça dit, je suis toujours pas responsable de ça, je sais rien de ça. Et donc, ouais, ça va pas plus loin que ça. Et honnêtement, pour mettre ça en place, j'ai trouvé que c'était un peu forcé et que ça prenait son temps pour rien, en fait. Parce que, ouais, il fallait que l'épisode dure longtemps, mais... Voilà, c'est cool de voir Tyrion faire un peu son malin, ça c'est toujours un peu marrant, mais en dehors de ça... Et la résolution par rapport à ça, j'en parle tout de suite, c'est Tyrion donc, qui va s'extirper de là par lui-même, en demandant à ce qu'il soit jugé. Une forme de jugement un peu particulière puisqu'il s'agit d'un duel judiciaire. Voilà, c'est le concept de la chose, c'est on prend un champion qui représente l'accusé et un autre qui représente l'accusation et ouais, quand les deux champions se battent, celui qui gagne, c'est lui qui a juste, quoi. Ça prouve absolument rien, mais ouais, ça marche comme ça. C'est tant reculé, je suis sûr que ce genre de truc doit être similaire à certaines pratiques qu'il y avait à l'époque médiévale, mais ouais, ça prouve absolument que dalle. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des tonnes de champions pour défier ça pour l'accusation, et pour la défense, il y aura juste un type avec qui il a noué un léger lien dans l'épisode précédent, genre ils ont eu une petite relation de confiance rapide. Voilà, histoire de dire qu'il y a un petit lien entre ces deux-là, et donc ouais, le type en question, bien entendu, étant donné qu'il a eu un peu plus de développement que le chevalier quelconque qui s'est porté volontaire pour l'accusation, bien entendu c'est lui qui va gagner, et voilà. Voilà, Tyrion peut se barrer, il est libre de partir maintenant. Je suis un peu déçu par cette résolution, je vous le cache pas. C'est facile, trop facile pour moi. Ça essaye de montrer un peu le côté futé des brouillards de Tyrion, c'est toujours sympathique sur le principe, mais je trouve que ça va un peu trop vite, que c'est pas bien amené et que ça repose sur un principe trop facile. J'ai moyennement accroché à ce détail-là, je vous le cache pas, c'est la partie que j'ai trouvée la plus faible. Et ça m'embête parce que j'adore Tyrion, mais voilà, ce truc-là va être réglé sans que ça montre une bonne volonté de la part des Stark, vu que ouais, tout ce qu'ils ont fait, c'est accepter un jugement alors qu'ils voulaient le buter, alors que ça aurait pu se passer autrement. Et donc, ouais, ça va pas grandement arranger le conflit ou quoi que ce soit. C'est trop facile comme dénouement, je trouve, par rapport à ça. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que ça va rebondir intelligemment là-dessus, sait-on jamais. Mais bref, c'est pas génial ça. Enfin bref, pendant ce temps-là, on aura Stark qui s'occupera pas beaucoup de cette histoire-là. On sait même pas s'il a envoyé un corbeau sur ordre du roi, comme ça a été dit au début, parce qu'on ne le voit pas. Et voilà, il va continuer son job de main du roi et continuer à enquêter un petit peu en étant un petit peu sur le qui-vive parce qu'il y a quand même ce conflit avec les Lannister qui est présent maintenant. Tout le monde est au courant de ce conflit qui s'est présenté et ouais, il va y avoir pas mal de petits détails de réaction par rapport à ça. Eddard qui voudra faire en sorte que ses filles se préparent à partir pour Winterfell, c'est-à-dire les terres des Stark, je commence à retenir ce nom-là déjà, et ouais, elles seront pas trop contentes parce qu'elles ont eu leur petit développement en plus de leur côté. Arya qui continue son entraînement et avec José Garcia, une fois de plus, je sais que c'est pas son nom mais punaise c'est trop lui, chaque fois que je le vois s'exprimer, chaque fois que je le vois sous certains angles, je me dis punaise c'est le José Garcia anglophone. Sérieusement. Enfin bon, c'est le détail, donc ça montre qu'elle progresse et que à nouveau elle est très prise par ses cours, et à côté de ça on a une scène entre Sansa et Joffrey. Sansa qui se montre de plus en plus être une garce, je trouve. Vraiment. Genre, j'en ai rien à foutre de ce que ma domestique veut me dire. Ah, je pense qu'à moi, je réfléchis à rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est Joffrey, je le trouve trop beau. Je suis vraiment pas fan de Sansa, hein, je vous cache pas. Hein. Peut-être que
Ils la feront évoluer de façon intéressante par la suite, mais là, je suis pas... Enfin bref, il y a Geoffrey qui vient la voir rapidement pour lui dire qu'il veut s'excuser un petit peu du comportement qu'il a eu, alors que dans l'absolu, il n'a jamais été particulièrement méchant envers Sansa. Bon, il lui a fait la gueule après l'histoire de la Louve, c'est vrai. Mais en dehors de ça, il n'a pas été particulièrement méchant envers elle. Il se montre très étonnamment gentil envers elle. Attentionné en disant ouais vous serez madame, ma reine, je ne lèverai plus la voix sur vous, je ne vous traiterai plus mal comme je l'ai fait avant, et ouais ils s'embrassent et tout, ça a l'air d'être un petit moment mignon si on le prend en part, mais je me souviens quand même que Geoffrey dans les autres épisodes avant, c'était un peu un sale colère qui voulait le pouvoir pour lui-même et qui était assez impulsif, donc c'est bizarre quoi, est-ce qu'il y a est-ce qu'il a mis un peu en scène ça pour essayer de se la mettre plus dans la poche ou est-ce qu'il était sincère par rapport à ça et il ressent vraiment quelque chose pour elle? Je ne sais pas. Sur le coup, ça va pas plus loin, mais voilà, à cause de ça, Sansa, elle a pas particulièrement envie de se barrer. Hein. Voilà, donc Sansa et Arya sont pas super contentes de devoir repartir pour Winterfell. Est-ce qu'elles seront forcées de le faire ou pas? Nous verrons par la suite parce que ça se termine là. Et il va se passer divers trucs, il n'y a pas seulement Sansa et Arya qui sont touchés par ça. Du côté de Winterfell, justement, va y avoir Bran et son grand frère qui seront un peu inquiétés par ça, enfin surtout son grand frère puisque Bran n'est pas au courant. Ils essayent de le garder un peu innocent par rapport à ça. Et ouais, on revoit rapidement le rêve de Bran par rapport à ce corbeau à trois yeux. Je sens que ça va avoir une grosse importance, je suis impatient de voir ce que ça signifie. Et alors qu'il est en train de monter à cheval avec sa selle particulière qu'on lui a faite, il y a donc son grand frère, je ne suis pas souvenir qu'on l'ait nommé souvent celui-là, hein. On le nomme jamais. Comment vous voulez que je retienne son nom si on le nomme pas au sein de la série? Faudrait que je regarde la fiche Wikipédia. Et honnêtement, j'ai pas envie de lire une fiche Wikipédia après avoir vu chaque épisode pour me dire attends, ce personnage s'appelle comment à chaque fois. Donc là, il y a le grand frère qui est là, qui discute avec l'écuyer dont j'ai parlé des 2 derniers épisodes, et qui le prend un petit peu d'eau parce qu'il essaie de lui donner des conseils sur ce que la famille Stark devrait faire, alors qu'il fait pas techniquement partie de cette famille, donc il y a un petit moment de conflit entre eux, mais ça va se régler plus ou moins lorsqu'il y aura un événement un peu soudain qui va arriver et quand Bran se fera attaquer par des bandits parce qu'il sera parti un peu trop loin avec son cheval sans faire gaffe, hein. Ce petit merdeux qui fait pas gaffe, mais le grand frère viendra à sa rescousse. Il y aura l'écuyer donc qui viendra les sauver à la dernière seconde en faisant quelque chose d'un peu dangereux qui avait une chance de faire du mal à Bran, donc le grand frère de Bran le prend moyennement, mais bon, ils se mettent quand même rapidement d'accord, et il y a une des bandits qui se dit épargnez-moi et je vous suivrai, il n'y a pas de souci, et ils se disent ok, on l'épargne. Est-ce qu'elle va jouer un rôle ou pas cette femme? Je ne sais pas trop, mais pour l'instant ça ira pas plus loin que ça. Cela étant, ces bandits sont pas là juste pour faire une attaque comme ça rapide, mais aussi pour pointer le fait que pas mal de gens du coin, dans le royaume de Winterfell, veulent se barrer plus loin parce qu'ils ont conscience qu'il y a un conflit entre les Stark et les Lannister qui se prépare, et ils n'ont pas très envie de rester dans le coin où, où justement il y a moins de chances que ça gagne. Parce que voilà, les Lannister sont très riches et donc ont plus de pouvoir grâce à toutes les richesses qu'ils possèdent. Donc c'est un petit peu montré grâce à ça. Et on montrera aussi que la prostituée préférée de l'écuyer se barre également parce qu'elle a peur du conflit. Ça c'est une petite scène qui est montrée rapidement pour appuyer le fait que à cause du conflit qui se profile, eh ben il y a pas mal de gens qui veulent déserter les terres de Winterfell. Donc ouais, les Lannister sont assez gagnants hein, si on part sur ce genre de conflit direct. Et c'est pas aidé par le fait que lorsque Eddard, qui reprend son rôle de main du roi, reçoit des gens qui parlent de leur village qui a été pillé, où on a massacré les femmes et les enfants gratuitement, et ben on a reconnu un petit peu parmi ceux qui les dirigeaient la montagne, vous savez, une espèce de gros guerrier bourrin là dont j'ai parlé les 2 derniers épisodes aussi, qui donc est un homme de main des Lannister techniquement, et qui a essayé de leur lancer un message à la maison de la femme d'Eddard. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai toujours du mal à retenir tous les noms, je le rappelle à nouveau. Et ouais, donc c'est
une énième déclaration de guerre, et en tant que main du roi, alors que le roi n'est pas là, le roi est parti à la chasse, je reviendrai rapidement sur cette scène, et Eddard se dit ok, maintenant affréter une armée pour qu'on massacre ce groupe qui s'est attaqué à ce village, et amener donc son maître, le père Lannister, pour qu'il réponde un peu de ses actes. Faites appeler le père Lannister, on sent qu'il en a gros sur la patate, hein. Et donc voilà, le conflit s'intensifie par rapport à ça. Oui, d'ailleurs, même les conseillers dont Baelish lui disent, oui, c'est un geste audacieux, mais ça va, ça va un petit peu attiser la flamme, d'autant plus que, oui, vous avez pris cette décision sans en avoir fait part au roi avant. Donc, ouais, conflit qui s'intensifie, c'est plutôt bien mené à ce niveau-là, je le reconnais. Et je pense que le roi risquerait fortement de se ranger de son côté s'il apprend ce qu'il apprend à la fin de l'épisode, Eddard, c'est-à-dire le fait que le fils Geoffrey ne serait pas le fils de Robert. Ah, non, 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 parce que, et j'aime bien la façon dont c'est amené, quoi, on nous le crache pas à la gueule comme ça, on nous dit pas directement, on voit Eddard qui fait un petit peu le registre, parcourt un petit peu le registre, j'imagine, de tous les bâtards qu'il a vus, et tous ont les cheveux bruns. Pourtant, Geoffrey, lui, a les cheveux blonds comme sa mère. Et oui, ça aurait pas été un problème, vu comme ça tout seul, mais étant donné que tous je sais plus le nom du roi, du roi Robert, je me souviens plus trop, ça commence par B, excusez-moi. Bref, étant donné que ses descendants, tous les gens de cette famille-là ont les cheveux bruns, ça montre, pour moi qui m'y connais un chouïa, ça montre que Robert doit avoir deux allèles bien dominants de cheveux bruns, et donc il peut pas avoir d'enfants blonds. C'est impossible, hein, avec cette possibilité-là. Autrement dit, ce n'est pas son fils, Geoffrey. Donc Geoffrey serait le fruit de l'amour entre la reine et son frère, entre Jaime et sa sœur. Ah, un enfant né d'inceste. Voilà, donc si c'est prouvé ça, oui, ce serait plutôt un coup dur pour les Lannister, c'est vrai, hein, ça faut avouer, hein. Et à ce moment-là, si le roi l'apprenait, malgré le fait que les Lannister sont riches et apportent pas mal de choses au royaume, il le prendrait sans doute mal. Donc, je pense, en fin de compte, j'ai peut-être mal saisi certains points de la conversation secrète que Arya a surprise dans l'épisode précédent. Ça doit, en fin de compte, être Jaime ou la reine qui est derrière donc ces histoires-là, la mort de Jon Arryn et cette enquête sur les bâtards du roi avait quelque chose de logique parce que on verrait le pattern comme quoi ils devraient tous avoir les cheveux bruns. Et comme par hasard, le seul enfant supposé du roi Robert n'a pas les cheveux bruns. C'est intéressant ça, j'aime bien la façon dont c'est montré, dont c'est amené, ça a pris le temps à se faire et j'ai apprécié ça. Je suis impatient de voir comment l'information va passer. Est-ce que il a de quoi le prouver directement, Eddard, avec ça? Très intéressant, très intéressant. Le roi qui, au passage, n'est pas la personne la plus sur le qui-vive, vu que, voilà, cette affaire entre les Stark et les Lannister l'énerve un petit peu, et pour se calmer, il a besoin de faire une partie de chasse. Et donc, il se barre à la chasse et il fait gaffe à rien pendant, je sais pas, une grosse journée ou deux, un truc comme ça. C'est pas rien, donc, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à rejeter certaines responsabilités par moment. On voit que c'est pas un des plus grands rois qui soit. Et voilà, durant cette partie de chasse, on le voit traîner avec certains de ses conseillers et son écuyer qui est un Lannister au passage. Alors, c'est ça détail, j'en ai pas trop parlé, mais ça fait quelques épisodes qu'on le voit. Il a un écuyer qui est un Lannister. Alors, je sais pas si c'est un cousin éloigné ou quelque chose comme ça. Je vois pas pourquoi quelqu'un de la famille Lannister serait traité comme ça par le roi, en fait. Parce qu'il le traite assez, assez moyennement, assez pauvrement, son écuyer. Et ouais, je sais pas, ça m'a l'air d'être un petit peu important puisque c'est un personnage qui revient. Et on voit également le conseiller dont j'ai parlé l'épisode précédent, donc celui qui est homosexuel et donc qui est enligné pour être peut-être le prochain roi, vu que
maintenant c'est précisé dans cet épisode, ce serait le frère ou le demi-frère du roi. Et donc c'est pour ça que ce serait le quatrième en lice après le roi Robert. Et c'est clair et net que si, que si Geoffrey est démontré comme étant pas le fils du roi Robert, eh ben il serait plus le premier en lice, Geoffrey, hein, clairement pas. Plus trop. Bref, il y a celui-là, il y a ce conseiller et le roi qui s'engueulent un peu pour leur vision. Ça reprend un petit peu la différence d'approche de la royauté qu'on a montré de leurs deux points de vue dans l'épisode précédent où le roi Robert a cette vision assez barbare des choses, où pour lui être un homme c'est avoir bien su baiser des femmes dans toutes les contrées et savoir se battre avec vigueur, etc. Alors que pour son jeune frère c'est plus ça. Les temps auxquels il s'accroche pour sa définition d'être un homme sont barbares. Ça vient du temps où les dragons crachaient le feu sur tous les territoires, où il y avait un roi fou qui n'hésitait pas à tuer des gens innocents par centaines, etc. Des temps de guerre atroces et violentes. Pour lui, c'est pas ces temps-là, c'est pas les temps qui devraient vraiment définir un homme. Pour lui, on a cette vision plus sage et un peu plus naïve aussi de la chose. Et on voit que ces deux visions sont en conflit. J'ai bien aimé cette petite dispute entre ces deux-là. Ça parvient vraiment à illustrer les deux personnages, à les développer un peu plus de façon très forte. J'ai bien aimé ce genre de petites interactions, de petites conversations. Une fois de plus, les conversations, c'est ce qu'il y a de plus réussi pour moi dans cette série. Bref, voilà, ça se termine là. Le conflit Lannister-Stark et les petits devoirs royaux dans cet épisode. Maintenant, on va s'intéresser au morceau autour de Daenerys. Au passage, il n'y a pas d'intrigue autour de Jon Snow une fois de plus. Alors, est-ce qu'il prévoit, je sais pas, de laisser un temps se mettre en place de quelques épisodes pour qu'on le découvre un peu tout changé après plusieurs entraînements, plusieurs aventures entre guillemets qu'il aura vécu avec ses compagnons à la garde du mur? Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant de devoir changer après ce qu'il aura vécu hors champ. Nous verrons bien. Bref, on se recentre sur Daenerys et son frère Viserys. Alors, Daenerys qui, on le voit au tout début de l'épisode, essaye de manipuler les œufs de dragon fossilisés qu'on lui a donnés en les mettant dans le feu. Parce qu'elle s'en sentait, je sais pas trop. J'imagine qu'elle se dit, ouais, si je les fous dans le feu, ça les défossilisera, ou un truc comme ça. Sait-on jamais, c'est pas impossible. Et où elle se rend compte qu'elle ne craint pas la chaleur. La chaleur des flammes ne la brûle pas. Et donc ça sera un petit peu important par la suite. Et un peu plus tard, on va avoir une espèce de rite du peuple de Khal Drogo. Je sais toujours pas comment s'appelle ce peuple, je fais pas gaffe à tout. Et qui consiste à faire avaler à la reine un cœur de cheval cru entier. Voilà, donc elle doit le mordre et le bouffer, quoi, cru, avec le sang qui gicle à la gueule et tout, ça fait partie de ces petits moments. Vous savez quand j'ai dit au début que on n'hésitait pas à être cru sans que ce soit trop gratuit, depuis quelques épisodes, je reconnais qu'il y a des moments un peu crus qui commencent à paraître un chouïa gratuit sur les bords, quoi. Il y a de petits moments comme ça dans chaque épisode et ça commence à s'accumuler un petit peu. Ces moments où je me dis, vous auriez pu mettre ça en place de façon un chouïa différente et ça aurait été la même. Mais il fallait que vous alliez loin dans le cru, dans le violent, dans le gore, de façon un peu poussée sans que ça n'ait de grand intérêt, je trouve. Enfin bref, quoi, c'est pas pour dire que ça rend la chose mauvaise, mais c'est le petit détail, quoi. Pourquoi il fallait qu'elle bouffe un cœur de cheval mort, quoi, cru? Enfin bref, elle le bouffe, il y a un rituel où il scande des trucs et c'est censé leur dire si oui ou non elle va avoir un fils ou pas. Oh, ok, logique. Ils l'auront bien dans l'os si c'est pas un fils. Moi j'adorerais que ce soit une fille, hein.
J'adorerais que, après ça, après qu'elle ait bien prouvé sa valeur en bouffant un cœur qui est cru, que les oracles disent ah, ça nous a parlé, maintenant nous sommes certaines qu'elle va avoir un fils, et que quand il naîtra l'enfant, ben ce sera une fille, vous êtes des nuls, ça me ferait bien marrer ça. Bon, ça ferait moins marrer Daenerys parce que je sens que son mari le prendrait mal, mais ça me ferait bien marrer que ce soit une fille. J'espère que ce sera une fille, vraiment. Donc, elle est célébrée pour le courage qu'elle a montré durant le rituel, Daenerys, et il y a son frère Viserys qui commence à se sentir de plus en plus mal par rapport à ça. Par rapport au fait que sa sœur est de plus en plus respectée, que lui, on le met au second plan, et ça l'énerve de plus en plus. À un moment donné, il essaye de se barrer en volant les 3 œufs de dragon fossilisés qu'on a offertes à sa sœur, mais il le fera pas parce qu'il y a Mormont qui l'en empêche. Pour une raison qui m'échappe, j'avoue que j'ai du mal à saisir pour l'instant les intentions de Mormont. C'est un espion pour le roi qui suit tout ce qui se passe du côté de Daenerys et de Khal Drogo. Mais on sent qu'il est attaché à Daenerys d'une certaine façon. Et ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parfaitement ses intentions. Il y a Viserys qui dit qu'il serait peut-être attiré par Daenerys. J'ai pas vu de grands moments où c'était affiché de façon particulièrement poussée, mais semble-t-il peut-être. Je sais pas. Voilà, j'ai du mal à saisir pour l'instant ses intentions à Mormont, ses motivations. Enfin bref, quoi, il pourra pas partir avec les œufs, et au bout d'un moment, il finira par se pointer lorsqu'ils feront un festin, là, tout le peuple de Khal Drogo, pour venir se plaindre en étant à moitié sous, semble-t-il, en disant ah, je veux ma couronne, vous m'aviez promis une couronne en échange de ma sœur et vous le faites pas. Et donc il menace de tuer sa sœur. Et voilà, si vous me donnez pas ce que vous m'aviez promis, eh ben je la tue, etc. Je suis subtil. Et ouais, on sent qu'il joue là-dessus, que c'est quelqu'un de super impulsif et qui pouvait parler très loin, hein, vu ce qui va se passer juste après. Et donc, ouais, même si ça me gênait un petit peu dans les épisodes précédents, et qui se comporte de façon aussi impulsive et pas bien réfléchie, dans l'absolu, si c'est comme ça que vous vouliez en terminer avec le personnage, ça peut aller. Ça peut aller, hein. Au début, je pensais vraiment que c'était Viserys. Enfin, dans l'épisode précédent, je pensais que c'était Viserys qui était à l'origine du complot contre le roi, puisqu'il y a cette histoire d'empoisonnement. On parlait de Khal Drogo qui devait arriver. Et donc, je pensais que c'était en lien avec le combat contre les barbares. Mais vu comme c'est montré maintenant dans cet épisode, j'ai plus le sentiment que les gens derrière le meurtre de Jon Arryn, c'est plutôt des gens à la solde de Jaime ou peut-être de la reine. Ou voire des deux, hein, très certainement, c'est pas impossible que ce soit les deux. Donc, j'avoue que Viserys c'était juste le connard impulsif qui voulait reprendre le pouvoir, et vous lui avez donné une fin digne de lui. Parce que voilà, hein, le mec veut sa couronne, donnez-moi ce que vous m'avez promis. Et il y a Khal Drogo qui lui dit oui, tu auras ta couronne comme promis. Alors il est content parce que on va me donner ce que je veux, et on lui donne littéralement, hein, puisqu'on le tient attaché après ça, et on lui fait une couronne directe. Hein, on fait fondre de l'or et on lui balance sur la gueule. Voilà, t'as ta couronne, connard. Et il meurt. Et parce que de l'or fondu, ça tue, hein. Je suis pas spécialiste, mais ça tue, hein. C'est fait exprès. Et ouais, c'est la fin de Viserys. Et honnêtement, pour ce que le personnage était, c'est une fin appropriée, je trouve. Assez violente sur le coup, et qui a son poids, son impact. Et on a bien compris dans la série que c'était un personnage qui pouvait pas vraiment durer sur une période très longue en fin de compte, vu la façon dont on l'a démontré. Et donc ça parvient un petit peu à justifier le côté un peu expédié de ces sautes d'humeur dans les épisodes précédents. J'ai apprécié ça, j'ai apprécié un petit peu ce côté où sa sœur finit vraiment par prendre une telle confiance en elle qu'elle considère qu'elle n'a plus de lien avec lui. D'ailleurs, elle le dit à la fin lorsqu'elle voit son frère crever. Ça l'affecte pas plus que ça, et elle se dit ouais, c'était pas un vrai dragon, il ne supportait pas la chaleur du feu. Voilà, c'est en comparaison avec ce qu'elle a fait au début de l'épisode, où elle supporte la chaleur du feu, donc c'est elle la vraie descendante du clan des Targaryens. C'est elle qui va vraiment représenter la lignée de son peuple.
Donc c'était un moment assez fort où elle s'émancipe enfin totalement de son frère, Daenerys. Et oui, va Viserys à la fin qu'il mérite. C'était très impactant sur le principe. Et c'était une bonne conclusion par rapport à ça. Maintenant, c'est très probable que Khal Drogo continue son plan d'invasion après la naissance de son fils. Si c'est un fils, à nouveau, j'adorerais que ce soit une fille. Comment ça serait pris, ça me ferait plaisir, ça. Tout en sachant que le roi compte toujours faire tuer Daenerys et l'enfant qu'elle porte. Donc ça aussi, ça sera suivi. Et si ça se trouve, ça serait quelque chose d'assez ironique. Si ça se trouve, suite à la mort de Viserys, les barbares ne comptaient plus particulièrement s'en prendre aux sept couronnes, au royaume des sept couronnes, mais avec la tentative d'assassinat de Daenerys, c'est pas impossible que ce soit l'élément qui enclenche le conflit qu'ils voulaient éviter au départ. Ce serait assez ironique que ça se fasse comme ça. Alors je ne sais pas trop, nous verrons bien. Déjà, je pense que Daenerys est parti pour rester un nombre important d'épisodes. À nouveau, j'ai déjà vu son personnage. Il est à quelques moments mis en avant lorsqu'on évoquait Game of Thrones en image ou quoi que ce soit. Donc, je me dis que ouais, elle va rester un petit moment, hein, ce personnage. Hein. Il n'est pas prêt de partir comme ça. Donc, s'il y a une tentative d'assassinat contre elle, il va échouer. Hein. Elle va échouer la tentative. Hein. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était bien. Voilà, c'était un peu moins satisfaisant que l'épisode précédent, mais c'est de la même lignée que les épisodes 2, 3 et 4. Donc ça se suivait bien, il y a de bonnes progressions qui donnent vraiment envie de voir la suite, Et je suis impatient de voir l'épisode 7, une fois de plus. À bientôt, au revoir.